L'écriture pour faire avancer les droits des femmes. J'ai toujours voulu ça, même très très jeune. Il n'y a pas d'instinct biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. J'ai toujours voulu avoir une vie indépendante. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs. Nous ouvrons aujourd'hui la 3e émission du podcast Le Deuxième Texte, qui décrypte les idées féministes et met en avant des femmes autrices. Je suis Aude Loriot et je suis toujours avec mes consoeurs Nassira El Moadem, journaliste indépendante. Salut Aude. Salut. Et Marie Kirchen, rédactrice en chef des Arcs.com. Salut. Ce 3e épisode s'intéresse aujourd'hui à un manifeste avec un titre explicite. Féminisme pour les 99%. Autrement dit, un féminisme qui ne s'intéresse pas qu'aux 1% de femmes et d'hommes les plus riches. Ce titre fait référence au slogan « Nous sommes les 99%». Il a émergé en 2011 du mouvement contre le capitalisme financier Occupy Wall Street, dans le quartier de la Bourse à New York. Féminisme pour les 99% est paru aux éditions La Découverte en mars 2019. Derrière ce livre, on trouve non pas une, mais 3 autrices de différentes nationalités, une américaine, une italienne et une indienne, Cynthia Arruzza, Titi Bhattacharya, Nancy Fraser. Toutes les 3 sont des spécialistes de philosophie, elles connaissent bien le marxisme et le socialisme, et elles ont l'habitude de croiser ces pensées avec les questions de genre et le féminisme. Leur livre « Féminisme pour les 99% » est conçu comme un manifeste international pour unir les femmes et les hommes du monde entier autour d'un féminisme qui soit vraiment au service des intérêts du plus grand nombre. Et c'est aussi un véritable cri de guerre lancé contre le capitalisme, accusé de détruire la planète, les liens sociaux et d'asservir les femmes. Ce que nous vivons, c'est que la crise de la société dans son ensemble n'est en aucun cas restreinte au domaine de la finance. C'est à la fois une crise économique, une crise écologique, une crise politique. C'est une crise de l'organisation sociale tout entière, une crise du capitalisme et en particulier de la forme aiguë et prédatrice du capitalisme dans laquelle nous vivons aujourd'hui, globale, financiarisée, néolibérale. C'est à la page 34 du livre « Féminisme pour les 99%. Et pourquoi tu choisis cette citation, Nassira ? Parce qu'il s'agit tout simplement du diagnostic de départ d'Arruzza, Bhattacharya, Fraser, sur lequel repose tout le manifeste. Pour les 3 autrices, le capitalisme est vu comme l'ennemi de base du féminisme pour les 99%. Le capitalisme en soi concentre tous les fondamentaux de la crise globale qu'elles décrivent. C'est d'abord l'exploitation, qu'il s'agisse de l'exploitation des ressources naturelles, de l'exploitation du travail et de la main-d'œuvre par le capitalisme financier. Le capitalisme pour elles signifie profit illimité qui ne tient compte ni de l'appauvrissement des ressources, ni de leur préservation, ni du bien-être des salariés, femmes et hommes. C'est cette même crise qui constitue une opportunité d'un changement en profondeur pour les 3 autrices. Elles parlent d'ailleurs de la fameuse Huelga Feminista, printemps 2018, souvenez-vous, c'est en Espagne, un mouvement féministe de fond, avec des manifestations d'ampleur dans les rues espagnoles, et avec un slogan, le patriarcat et le capitalisme sont les alliés qui veulent nous rendre obéissantes, soumises et silencieuses. Eh bien pour elles, les femmes doivent être en première ligne, car elles n'ont pas d'autre choix, elles sont victimes du patriarcat, et elles sont aussi victimes du capitalisme de domination socio-économique. Et pour elles, il n'y a pas d'autre alternative en fait que le changement anticapitaliste à emprunter pour se défaire de ces dominations et espérer gagner la bataille de l'égalité, mais aussi de la dignité. D'ailleurs, ce chemin est validé par les nombreux épisodes de révolte sociale dans l'histoire. Exactement, et elles parlent d'ailleurs dans leur manifeste de plusieurs mouvements de contestation partout dans le monde. Tu l'as dit tout à l'heure, Aude, Occupy Wall Street, on parle aussi des Indignados, des printemps arabes, etc. Et ça fait aussi écho à ce que nous vivons aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes, même s'il n'y a pas forcément une dimension féministe, mais justement c'est ce qu'elles mettent en avant. C'est le côté global, le côté de contester en fait une domination socio-économique, et c'est à travers cette domination socio-économique, à travers cette contestation que les femmes doivent aller au front et doivent prendre la première ligne. Et c'est pas anodin d'ailleurs si
Pour les 3 autrices, les mouvements socio-féministes actuels s'inspirent des mouvements de contestation des ouvrières du début du XXe siècle, par exemple, avec les mouvements de grève, notamment dans plusieurs pays d'Europe, et qui sont d'ailleurs en fait des modèles d'outils de contestation pour les nouvelles formes de contestation sociale que sont par exemple les boycotts, les sittings, les blocus, etc. Et c'est pour rappeler cette histoire qui inspire les mouvements politiques et sociaux d'émancipation des femmes actuellement que les 3 autrices ont choisi la forme d'un manifeste, c'est-à-dire un appel qui se veut contemporain, en puisant dans ces fameuses histoires d'émancipation féministe anticapitaliste, un manifeste qui se veut international, on le voit avec les 3 nationalités des autrices, qui se veut donc le plus rassembleur possible. Pourtant, malgré la forme et la dimension internationale, on a l'impression que l'écho reste encore trop confidentiel pour ce manifeste. Comment vous l'expliquez, les filles ? Déjà, moi, je pense effectivement, un point qui est important de noter, c'est que c'est vraiment un manifeste qui est fait pour l'action. C'est-à-dire que il y a l'aspect manifeste. On pense évidemment au manifeste du Parti communiste et elle le cite d'ailleurs dans le texte. Oui. Elle parle du texte de Engels et de Marx. Donc ça, c'est une idée qui leur est venue après. En fait, elles ont été co-organisatrices d'une grève internationale des femmes du 8 mars 2017. Donc, qui a quand même eu un gros écho médiatique. Donc c'est après ça qu'elles ont eu l'idée de ce texte-là. Elles font exprès de publier en plusieurs langues, dans plusieurs pays, toujours le 7 mars 2019. Donc il y a un vrai truc international, on va essayer de mobiliser au-delà de fédérer au niveau international. Et effectivement, moi je suis pas sûre que ça ait eu autant d'écho que ça aurait pu être quand on voit toute cette organisation. Mais est-ce que c'est dû au fait que ce soit justement un manifeste anticapitaliste Il y a peut-être une raison déjà un peu basique, qui est que ces 3 figures pas forcément très connues du grand public. Ça, je pense que ça joue aussi. Beyoncé. La plus connue, c'est peut-être Nancy Fraser, mais c'est vrai que c'est pas très grand public. Et surtout, elle est connue aux États-Unis, mais c'est vrai que du point de vue français, il y a très très peu de monde qui la connaît. Très peu de monde. Après, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi sur le public féministe qui aujourd'hui est un public féministe large. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de jeunes femmes qui se disent féministes. On l'a dit dans d'autres émissions ici. Mais est-ce que ce public féministe est très réceptif aux thèses anticapitalistes ? Ça, c'est pas sûr du tout. Pas forcément. Ouais. Voilà. Et puis après. Et puis il faut aussi avoir une certaine maturité politique pour accéder à ce type de littérature, même si ça se veut quand même accessible. Je pense que c'est pas complètement inaccessible, mais il faut avoir. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est que moi je trouve qu'il reste. Enfin, il y a ce côté manifeste, c'est court, ça peut se lire vite, mais il y a quand même des formulations qui peuvent un peu s'apparenter à du jargon, ou en tout cas, il faut quand même bien connaître les théories marxistes, enfin d'avoir lu un peu, d'être familier avec ces textes-là. Et c'est là où je trouve que c'est un peu dommage. Ouais. Je pense par exemple à Indignez-vous de Stéphane Hessel qui avait vraiment cartonné en librairie. Il y avait vraiment eu un bouche à oreille important. Et là, j'ai l'impression que ça se passe pas avec ce livre-là. Et je pense que effectivement, il manque cette simplicité en fait, qui fait que tu as vraiment envie d'en parler à ta mère, à ta grand-mère, à ta meilleure amie, enfin à tout le monde quoi. Ouais, c'est vrai que quand on a lu le livre, c'est assez difficile de le résumer comme ça en une phrase, à moins d'avoir travaillé dessus comme nous on l'a fait. Voilà. Et puis il y a une autre peut-être hypothèse, c'est que je pense que les médias, en tout cas, beaucoup de médias en France et dans le monde sont assez centristes. Enfin, les médias qui sont mainstream, qui diffusent à un large public, sont rarement à l'extrême gauche. En tout cas, oui, ils sont pas marxistes en général. Voilà. Et pas donc, voilà, on peut se demander aussi s'il n'y a pas une gêne dans beaucoup de médias de parler de ce type de livre. En tout cas, des gros médias qui ont pignon sur rue, oui, parce que pas trop leur tasse de café. Et en plus, c'est des gauchistes. C'est vrai que ça va pas passionner les foules. Enfin, il y a eu des articles dans la presse, mais pas non plus énormément. Alors qu'on aurait pu imaginer des grandes interviews des 3 autrices, et il n'y a pas trop eu ça. Et en plus, là, on pense presse écrite, web, etc. Ouais. Mais on n'imaginerait pas du tout Nancy Fraser au JTTF. Merci. Non. Vous écoutez le 2e texte et aujourd'hui, nous nous intéressons au livre de Cynthia Arousa, Titi Bhattacharya et Nancy Fraser, Féminisme pour les 99%.
On passe au deuxième thème de cette émission, l'appel à la convergence des luttes. Nous cherchons à montrer pourquoi les féministes devraient s'engager dans les grèves féministes. Pourquoi nous devons nous unir avec d'autres mouvements anti-système et anticapitalistes. Pourquoi notre mouvement doit devenir un féminisme pour les 99%. C'est seulement de cette manière, en s'alliant avec les antiracistes, les écologistes, les militantes et militants pour les droits des travailleurs et travailleuses, des migrantes et des migrants, que le féminisme pourra relever les défis de notre temps. Féminisme pour 89% à la page 16. Donc Marie, en résumé, le féminisme pour les 99%, c'est une sorte de plaidoyer pour la convergence des luttes ? C'est complètement un plaidoyer pour la convergence des luttes. C'est un féminisme qui se veut anticapitaliste, mais aussi antiraciste, anti-impérialiste, écologiste et luttant pour les droits des minorités sexuelles. Alors pourquoi ? C'est tout simplement parce que pour les autrices de l'ouvrage, tous ces problèmes-là ont une source commune, le capitalisme. Je vais reprendre des exemples cités dans le livre. Par exemple, le féminisme se bat pour l'égalité salariale entre les femmes et entre les hommes, mais dans le cas des femmes pauvres, quand bien même elles arriveraient à obtenir l'égalité salariale avec les hommes de la même classe sociale qu'elles, du coup elles resteraient dans la pauvreté, dans la misère. C'est donc pour ça que pour les autrices, il faut également lutter pour des emplois correctement rémunérés et pour une nouvelle organisation concernant le travail domestique. Autre exemple, le féminisme se bat contre les violences sexuelles et notamment évidemment contre le harcèlement sexuel au travail. Mais une femme va être d'autant plus vulnérable à ce genre d'attaque si elle est très pauvre et qu'elle dépend fortement de son travail ou, autre exemple, si elle est migrante sans papier et que du coup son employeur peut menacer de la dénoncer si elle ne cède pas à ses avances. Et pourtant, Marie, c'est pas le capitalisme qui a fait naître la domination masculine. Non, effectivement, et c'est ce que disent les autrices, le capitalisme n'a pas inventé la subordination des femmes, mais par contre, elles estiment qu'il en a établi des nouvelles formes, notamment en assignant les femmes à une activité donc qui consiste à faire des personnes, c'est-à-dire à faire des enfants, à prendre soin des proches, tout ça de manière non rémunérée. Mais le capitalisme ne fait pas que cela. Il s'est également nourri de l'esclavage, de la colonisation. Il a pillé les richesses des territoires colonisés. Il a également détruit nos ressources naturelles, notamment avec l'exploitation des énergies fossiles, l'appauvrissement des sols, sans jamais se soucier des conséquences. Donc, c'est-à-dire que le capitalisme produit une pollution qui empoisonne notre air et notre eau. Et pour les autrices, le capitalisme a également un rôle dans le contrôle de la sexualité, puisqu'il a façonné en fait des normes bourgeoises et hétéronormatives. Et donc c'est vraiment pour toutes ces raisons-là que les autrices du féminisme pour le 99% concluent leur raisonnement en appelant, je cite, « tous les mouvements radicaux à se rejoindre dans une insurrection anticapitaliste commune ». Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les féministes doivent lutter contre le capitalisme, mais ça veut aussi dire que les mouvements anticapitalistes doivent s'emparer des questions féministes et antiracistes et de l'écologie. Or, historiquement, on sait qu'il y a eu des tensions en fait entre ces différents mouvements. Il y a des liens, mais il y a aussi de fortes tensions. Donc moi, c'est vraiment la question que je me pose et que j'ai envie de vous poser là, c'est est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut vraiment arriver, voire qui est déjà en train d'arriver ou pas ? Moi, je pense que effectivement, oui, il y a eu des problèmes par le passé, mais je pense que récemment, en tout cas, les mouvements anticapitalistes et de gauche, pour le dire plus largement, intègrent quand même de plus en plus l'écologie, la lutte anti-racisme, le féminisme, et qu'on est déjà d'une certaine manière dans la convergence des luttes. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on entend vachement parler de convergence des luttes à chaque mouvement des Gilets jaunes. À chaque fois, on dit que c'est raté, mais à chaque fois, on en parle quand même. Et moi, je me suis amusée à faire une petite recherche sur Google Trends, cet outil-là qui permet de voir si les expressions, elles montent dans le débat public ou pas, si elles sont tapées beaucoup par les utilisateurs, les utilisatrices de Google. Et en fait, c'est assez ouf parce que il y a un pic depuis 2016 sur convergence des luttes. Alors, il y a plusieurs pics, mais on voit que pendant des années, ce terme est pas du tout tapé. Et là, depuis 2016, ce terme est très tapé. Enfin, en tout cas, il y a vraiment des gros pics. Donc, voilà, ça, à mon avis, c'est un signe quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, moi, je suis pas tellement d'accord. Je pense qu'il y a un phénomène de mode, très clairement. Il y a
des autrices, des auteurs, des intellectuels qui ont amené à réfléchir à cette question de l'intersectionnalité, la question de la convergence des luttes. Et du coup, il y a un intérêt du grand public, du public, à comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est pas forcément très naturel dans un débat public français de parler de convergence des luttes. C'est quelque chose qui est parfois dénigré parce qu'on oppose beaucoup, souvent en tout cas, l'universalisme républicain français à l'intersectionnalité des gens de gauche. On oppose quand même souvent ces deux modèles-là dans la retranscription médiatique en tout cas. Et du coup, je pense que même s'il y a effectivement un intérêt qui est de plus en plus fort et qui est illustré par le fait que les gens s'intéressent et vont à la recherche d'une littérature, d'une science autour de ça, je pense que au niveau des mouvements politiques, on est quand même assez éloigné d'une application et d'exemples concrets d'intersectionnalité. On est quand même beaucoup aujourd'hui, je trouve encore, dans des discours politiques qui s'adressent à des cases, à des cibles très précises dont on estime que les contours sont figés, les femmes, les ouvriers, qui ne sont pas les les femmes, agriculteurs, les banlieusards, tout ça dans des cases extrêmement prédéfinies, et on a souvent du mal à faire le lien entre ces publics. On peut être tout à fait banlieusard, ouvrier ou classe moyenne d'origine rurale, par exemple. Moi, j'ai plein de copains qui se retrouvent à la fois sur la question des gilets jaunes et qui se retrouvent aussi sur la question du manque de mobilité quand on est de banlieue, etc. Donc, je trouve que encore aujourd'hui, malheureusement, et même les hommes politiques, les femmes politiques qui se disent de gauche ont encore du mal à s'adresser à ces publics-là en créant le lien, quoi. Ouais, bah en plus il y a un vrai débat qui continue aujourd'hui, effectivement, comme tu disais, qui consiste à opposer la classe ouvrière avec les droits des femmes, les droits des minorités. Je pense notamment au bouquin sorti récemment de Marc Lilla, donc qui est un universitaire américain de Columbia, et donc ça a été traduit très récemment en France, son livre qui s'appelle La gauche identitaire. Et lui, il reproche vraiment, donc lui, il parle des États-Unis, mais ça peut s'appliquer à la France. Il reproche vraiment aux forces progressistes américaines de, selon lui, ne s'occuper que des droits des minorités, des droits des Noirs, des droits des femmes, des droits des LGBT, et du coup de complètement délaisser la classe ouvrière, comme s'il y avait pas comme si c'était pas les mêmes personnes. Oui, parce que quand il dit classe ouvrière, il entend classe ouvrière blanche, hétéro, etc. Et ben ça, du coup, c'est un truc auquel les autrices de Féminisme pour les 99% répondent. Elles disent, loin d'être limitée aux hommes blancs hétérosexuels, qui l'incarnent encore trop souvent dans nos imaginaires, la classe ouvrière mondiale est essentiellement composée de migrantes et migrants, de personnes racisées, de femmes cis et trans, et de personnes dotées de capacités diverses dont tous les besoins et désirs sont niés ou déformés par le capitalisme. Donc du coup, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas du tout en tête, c'est qu'à chaque fois on parle les ouvriers, c'est-à-dire les hommes blancs hétéros, et on les oppose toujours aux femmes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui reste encore très présent dans le débat actuel. Ah mais complètement, et en France aussi, parce que donc là t'as cité un universitaire américain, mais c'est une question qui hante le débat politique français depuis des années, qui est un peu formulée autour de cette question. Est-ce que la lutte contre les discriminations a pris le pas sur la lutte contre les inégalités économiques? Et c'est une antienne qu'on trouve très souvent chez quelqu'un comme Laurent Bouvet, un universitaire qui a cofondé le Printemps républicain. Par exemple, dans son livre L'insécurité culturelle, il parle de l'effacement de l'objectif d'émancipation collective au profit de l'idée d'une émancipation individuelle, et avec cette idée derrière on parlerait des identités plutôt voilà que d'un destin collectif ouvrier, et ça revient très souvent dans son discours. C'est intéressant parce que du coup c'est vraiment un discours qui consiste à voir ce type de pensée politique comme étant une pensée de l'individualisme, et on ne l'imagine absolument jamais comme étant une pensée politique qui construit un ensemble, qui construit un autre collectif qui ne répond pas aux mêmes canons, qui ne répond pas aux mêmes idéaux, mais qui est une forme de collectif. Et en fait, c'est très intéressant à quel point on peut dénigrer l'adresse, le combat politique envers des minorités quelles qu'elles soient, comme si ces minorités, elles s'opposaient entre elles et comme si elles empêchaient
un bien commun. Et moi, je trouve ça assez frappant, en fait. Oui, alors après, moi, je suis quand même plus optimiste que toi, Nassira, parce que je pense que, déjà, je ferai un peu le distinguo entre intersectionnalité qu'on n'a pas redéfini, mais pour le définir vite fait, c'est étudier le croisement des discriminations, en fait, voir comment les discriminations se cumulent, parfois pour se renforcer, parfois même pour s'annuler. Le cumul des discriminations n'est pas toujours négatif. Enfin, des aspects de l'identité sociale stigmatisée n'est pas toujours négatif. Par exemple, Amouk Bouakaz, ancien maire, adjoint au maire de Paris, qui dit qu'il est aveugle et arabe, le côté aveugle adoucit, selon ses propres mots, le côté arabe. Et moi, je pense que c'est la convergence des luttes, je la vois depuis plusieurs années, dans le sens où, par exemple, au sein des partis, il y a de plus en plus de commissions féminisme, de commissions écologie, qu'il n'y avait pas forcément avant. Il y a des mouvements, par exemple, comme Attaque, qui a créé une commission genre en 2000, qui existait pas du tout avant. Voilà, il y a des mouvements comme le Parti communiste aussi, qui était très, dans ce cliché de l'ouvrier blanc, mâle, etc., sont quand même beaucoup plus ouverts aujourd'hui à ces questions. Donc, ça progresse doucement et sans doute pas assez, mais je trouve que ça a quand même changé. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant parce que je suis en train de lire un autre livre dont on parlera peut-être plus longuement ici dans cette émission, qui est le livre de Silvia Federici, Le capitalisme patriarcal, qui est vraiment complètement qui examine complètement les liens entre marxisme et féminisme. Et elle dit, elle aussi, qu'elle constate un mouvement de convergence des luttes de plus en plus fort, donc exactement comme les autrices de Féminisme pour les 99%. Ouais. Elle dit, et de plus en plus, à la tête de ces luttes, on trouve des femmes qui comprennent aujourd'hui qu'on ne peut plus séparer la lutte pour une société plus juste, sans hiérarchie, non capitaliste, non fondée sur l'exploitation du travail humain, de la lutte pour la préservation de la nature et de la lutte anti-patriarcale. Il s'agit d'une seule et même lutte que l'on ne peut pas diviser. Et en même temps, tu vois bien que, par exemple, Nuit debout, qui est un mouvement très récent, il y a eu des fortes tensions là-dessus. Il y a plein de militantes qui ont dit qu'elles étaient hyper énervées, que ça se passait mal avec les hommes, que quand elles ont fait des réunions en non-mixité, il y a plein de militants qui n'ont pas du tout compris. Voilà, qu'il y a quand même eu encore, et évidemment, je parle même pas des agressions sexuelles qu'il y a pu avoir pendant les rassemblements. Et un mouvement qui a été très critiqué pour être un mouvement très central, très métropolitain, très urbain, et ne prenant pas en compte les questions de territoire, que ce soit ruraux ou de banlieue. Ouais. Après, moi, je pense qu'il faut regarder. Enfin, c'est intéressant de regarder le passé. Le passé, c'est quoi ? C'est dans les années, en mai 68, c'est plein de groupes de gauche, d'extrême gauche, et les femmes justement sont furax à l'époque parce qu'elles trouvent pas leur place, parce qu'on leur demande d'aller faire les cafés et d'aller s'occuper ailleurs, mais pas de participer au grand débat. Enfin, c'est compliqué. Donc, c'est justement parce que il y a cette ces crispations au sein des mouvements d'extrême gauche. Alors ça marche en France, mais aussi aux États-Unis, au sein de la New Left. Enfin, c'est comme ça que des militantes d'extrême gauche ou de gauche se sont dit, on va s'organiser entre femmes et on va créer des groupes qui ont été les groupes féministes des années 70, donc de la deuxième vague. Donc, si on regarde cette historique-là, on n'est peut-être pas très optimiste. Après, je pense que ce qui a changé entre les années 70 et aujourd'hui, c'est que justement, parce qu'il y a eu ces groupes des années 70, le mouvement féministe a vraiment gagné en autonomie. C'est-à-dire que s'est constitué, a été de plus en plus influent. Et aujourd'hui, s'il peut être plus influent au sein des groupes de gauche, d'extrême gauche, c'est parce qu'il a une identité très propre. Et qui fait que ça, voilà, que du coup, les partis d'extrême gauche peuvent se dire, moi, il faut que je crée une commission, comme tu disais, voilà. Vous écoutez le deuxième texte consacré au manifeste Féminisme pour les 99% de Cynthia Arruza, Titi Bhattacharya et Nancy Fraser. Nous allons passer au troisième thème de cette émission. Aude, tu vas nous parler de la critique du féminisme libéral qu'on retrouve dans le livre et qui est un féminisme que n'apprécient pas du tout les trois autrices. Les médias traditionnels continuent à assimiler le féminisme dans son ensemble au seul féminisme libéral. Mais loin de fournir des solutions, le féminisme libéral fait partie du problème. Notre réponse au féminisme qui s'impose est le féminisme qui prend du recul. Nous n'avons aucun intérêt à briser le plafond de verre
si l'immense majorité des femmes continue d'en nettoyer les éclats. Loin de célébrer les femmes directrices des opérations qui occupent des bureaux d'angle luxueux, nous voulons nous débarrasser des premières comme des secondes. C'est dans Féminisme pour les 99%, page 29. Alors à quoi repère-t-on le féminisme libéral, Aude ? Alors, y a les bureaux d'angle, comme disent les autrices dans l'extrait que je vous ai lu. Et puis, il y a un autre critère, c'est que ce type de féminisme parle tout le temps d'égalité salariale et jamais de revalorisation des emplois à prédominance féminine, qui sont faiblement rémunérés. Alors, c'est quoi cette expression-là de revalorisation des emplois à prédominance féminine ? Je m'explique. Donc, l'injustice qui touche le plus grand nombre de femmes, ce n'est pas qu'il n'y ait aucune femme PDG dans le CAC 40, c'est que les emplois occupés très majoritairement par des femmes, comme ceux des services à la personne, sont très mal payés. Et le féminisme libéral n'en a cure, j'ai envie de dire, et c'est ce que les autrices disent, parce qu'il s'intéresse d'abord aux femmes cadres et aux hautes fonctions. En résumé, il revendique une égalité des chances de dominer, mais sans remettre en cause la hiérarchie sociale. Et alors, qui sont les figures de ce féminisme libéral ? Alors, on peut citer, par exemple, l'ex-candidate à la présidentielle américaine Hillary Clinton. En France, il y a Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui n'a, à ma connaissance, et selon plusieurs sources bien informées que j'ai consultées avant cette émission, jamais marqué d'intérêt pour la revalorisation des emplois à prédominance féminine. Côté entreprise, on peut citer Sheryl Sandberg, qui est citée d'ailleurs dans le livre, la directrice des opérations de Facebook. Donc je vais revenir peut-être un moment sur ces emplois à prédominance féminine. Le soin des enfants, des personnes âgées, les emplois dans l'éducation, la santé, tu l'avais dit Marie. Donc toutes ces activités sont très utiles à la société et généralement elles sont très mal payées parce que, pour parler comme le philosophe Karl Marx, ces activités servent simplement à entretenir la force de travail et elles font peu de profit. Et c'est ce que les autrices appellent la reproduction sociale. Alors c'est pas le concept bourdieusien. C'est l'idée vraiment qu'on se reproduit. Voilà, c'est la force qui est mise dans la reproduction de soi, des humains. Et c'est la mécanique même du capitalisme qui fait que les emplois les plus essentiels à la vie sont en fait très faiblement rémunérés. Et comme ces activités sont très majoritairement occupées par des femmes, nos trois philosophes estiment qu'un féminisme vraiment conséquent doit s'employer à remettre en cause le capitalisme. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce que le capitalisme a cherché à redorer son image en empruntant une partie des habits de la gauche et qu'une partie de la gauche a été séduite par ce discours d'une sorte de capitalisme cool, féministe et écolo. Mais une petite note d'optimisme, c'est que c'est peut-être en train de changer, car les trois autrices estiment, je cite, qu'une nouvelle vague de radicalisme féministe émerge des décombres. Alors, et moi, après tout ça, j'ai une question à vous poser. C'est, est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, qu'il y a un féminisme inspiré du marxisme ou un féminisme, on va dire vite, pro-classe populaire, qui est en train de réémerger ? Moi, j'avoue que je dirais bof. Moi, j'ai l'impression que le féminisme libéral reste très, très fort, très, très influent et que, certes, on peut voir des livres comme ça qui critiquent, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un écho. Enfin, comme on le dit tout à l'heure, l'écho a pas non plus été énorme. Et donc, j'ai l'impression que, on reste quand même dans un féminisme classique, pas particulièrement marxiste ou pas particulièrement anticapitaliste. Puis globalement, les débats économiques, en tout cas pour la France, les débats publics, débats médiatiques qui ont trait à l'économie sont quand même des débats qui reposent sur une logique libérale.
On le voit avec les chroniques échos dans un certain nombre de médias installés, qui sont incarnés par des journalistes, économistes qui ont une pensée libérale, et c'est tout à fait leur droit évidemment, mais du coup forcément ça a un impact sur comment on raconte la société, comment on voit la société sur les aspects économiques et sociaux, et donc du coup c'est compliqué pour d'autres formes de discours et de logique économique, notamment antilibéraux ou marxistes ou anticapitalistes, d'émerger. Donc par définition, ceux-là ont du mal à exister. Et donc évidemment que ce féminisme-là, de ces trois autrices, il a de toute façon des difficultés à exister publiquement et médiatiquement parlant. Après, il y a quand même, je trouve, des aspects d'optimisme entre guillemets, parce que il y a de plus en plus de mouvements qui sont visibles parce que il y a des moyens de communication qui n'existaient pas avant. Il y a les réseaux sociaux qui font que il y a un effet boule de neige aussi. S'il se passe quelque chose à New Delhi ou en Argentine, on a les images qui arrivent en temps réel, et du coup ça amène aussi une forme d'émulsion et d'émulation collective pour un certain nombre de femmes qui ont envie de copier ou de s'inspirer de ces mouvements-là pour exister. Donc je pense qu'il faut peut-être aussi pas négliger les masses médias qui permettent, mine de rien, à des mouvements qui au départ sont des mouvements de marge d'exister sur la scène publique internationale. Ouais, mais c'est vrai que les images fortes qu'on a eues sur le féminisme ces dernières années, je pense par exemple à Beyoncé avec le mot féminisme et féministe écrit derrière elle, c'est pas particulièrement dans la critique anticapitaliste. Non. Ou par exemple Emma Watson qui prend la parole dans le cadre de la campagne He for She, ça c'est complètement du féminisme libéral, ou en tout cas pas bien du sûr, tout. Bien sûr. Et à contrario, tu as aussi des mouvements féministes, par exemple en Pologne. Alors c'était là pour le coup pas forcément du féminisme anticapitaliste, mais sur la question de l'avortement par exemple, et ces images-là elles ont beaucoup circulé, en tout cas en France. Donc oui, c'est pour ça que moi je suis assez d'accord avec toi. Bof quoi, c'est un diagnostic à demi-teinte. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a quand même des petites poches de résistance qui aujourd'hui arrivent jusqu'à nous, et qui il y a 30-40 ans n'auraient pas pu avoir l'existence médiatique qu'elles ont aujourd'hui. Ouais, moi je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'en fait la clé aussi un peu de la réponse à ça, c'est ça dépend à quelle date on compare ça en fait, dans quel temps on se situe. Et si on se situe par rapport aux années 70, il y a beaucoup moins d'unités anticapitalistes que dans les années 70, parce que il y avait, en tout cas dans les mouvements féministes, on va dire militants, il y avait une influence du marxisme qui était très forte sur le militantisme féministe. Mais si on regarde sur le temps court, je dirais, allez, les 5-10 dernières années, il y a un retour de hype, j'ai envie de dire, de Marx et du marxisme. D'ailleurs, il y a plein de papiers qui ont été publiés sur le retour de Marx, etc. Et il y a des signaux qui trompent pas. Les autrices de Féminisme pour les 99% parlent de la défaite d'Hillary Clinton comme d'un signe, toutes les grandes grèves, etc. Et moi, j'ai un point qui m'a été dit, c'est une petite info dans cette émission parce que je crois pas que ça soit sorti, mais Oser le féminisme, qui est historiquement plus proche, on va dire, du parti socialiste, voilà, qui est plutôt centre-gauche, vous serez d'accord, je pense, se pose en ce moment la question d'intégrer l'anticapitalisme à sa charte des valeurs. Et ces dernières années, OLF, comme on dit en résumé, en abrégé, a été aussi très active contre la loi travail. Et pour moi, c'est représentatif des transformations en cours de ces dernières années au sein du militantisme féministe, comme la grève intersyndicale en 2017, si je ne m'abuse, qui était la première grève intersyndicale professionnelle sur le 8 mars sur la question des droits des femmes. Ça, c'est aussi le retour de la question sociale aussi, c'est un signe. Ouais, mais c'est vrai que moi je comparais vraiment dans ma tête aux années 70 et je trouve qu'on oublie souvent à quel point le féminisme, le MLF a été comme ça béni dans les théories marxistes, ou en tout cas que le féminisme matérialiste, qui est vraiment un féminisme qui a été très influent en France, à quel point c'était aussi, alors c'est pas exactement, ça reprend pas exactement, il y a de fortes différences avec Marx, mais c'est quand même influé
par tout le travail de Christine Elphi, de Colette Guillemin, Nicole Claude-Mathieu, c'est comme ça quand même. Il y a des forts liens avec le travail de Marx. Et ça, souvent, on l'oublie en fait. Et moi, je prendrais plein de pincettes sur l'exemple de la défaite d'Hillary Clinton que tu citais tout à l'heure. C'est les autrices qui le citent. Oui, bien sûr, que tu citais en citant les autrices. La défaite d'Hillary Clinton, c'est aussi la victoire d'un discours raciste, xénophobe, sexiste. Avec plein d'autres, à mon avis, qualificatifs extrêmement compliqués, et c'est pas, pour moi, c'est pas le signe d'un optimisme sur des batailles gagnées par les féministes anticapitalistes ou les féministes de gauche. Je suis pas sûre que si Hillary Clinton avait un programme communiste, je suis pas sûre qu'elle aurait gagné plus que ça. Donc c'est pour ça que moi, je dirais que cet argument-là, je le trouve moi, je les suis pas trop là-dessus. Pour moi, c'est effectivement une victoire de Trump. Alors certes, Hillary Clinton n'a pas réussi à sortir son épingle du jeu, elle a pas réussi. Et effectivement, je pense que sa carrière ne parle pas à plein de femmes parce qu'elle incarne vraiment cette femme businesswoman en pantalon, en tailleur, etc. Mais c'est le symbole de la déconnexion des élites. Ouais, mais c'est pas. Enfin, elle aurait eu un programme beaucoup plus à gauche. Elle aurait pas forcément. Si Bernie Sanders avait eu beaucoup plus le soutien du parti, est-ce que il n'aurait pas gagné en fait? C'est un peu la question qu'elle se pose. C'est pas pour dire. Ça, on ne saura jamais. Ça, c'est compliqué. Mais en fait, elles ne disent pas que Trump c'est mieux que Hillary Clinton. Non, c'est pas ce qu'elles disent. Évidemment. Non, ouais, et elles disent pas que mais elles disent que c'est le signe d'une forme de faillite du Parti démocrate et que c'est pour ça que le Parti démocrate a échoué parce qu'il ne réunit pas les classes populaires et que c'est un signe qu'en fait les classes populaires n'en veulent plus en fait. Enfin, les classes populaires et moyennes puisque là on est beaucoup plus large que juste les ouvriers et les employés. C'est la fin de ce 3e épisode du 2e texte. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les émissions, à nous suggérer des livres qu'on pourrait présenter ici. Et si vous avez aimé le 2e texte, vous pouvez nous retrouver sur le site slate.fr. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou votre appli de podcast préférée. Mettez-nous des étoiles, 5 de préférence. Prochaine émission dans un mois. Merci Nassir El-Moadem. Merci Aude. Je dis les noms de famille pour qu'on vous retienne. Merci Marie Kirchen. Merci. À bientôt dans le 2e texte. À bientôt. Mettez 5 points.